Maintenant, nous allons présenter les collections dans la programmation orientée objet avec Java. Les collections, ils constituent un concept très important pour rassembler dans une même entité plusieurs objets de même type. Alors là, tout d'abord, nous allons commencer par une définition d'une collection. Ça représente quoi exactement? Ensuite, nous allons voir quelles sont les interfaces de collection qui existent dans le package java.etude et définir en l'occurrence l'arborescence des collections et en particulier l'interface list et la classe concrète ArrayList et la relation entre les deux, l'interface set et la classe concrète hashset et la relation entre les deux, l'interface map et la classe concrète hashmap et la relation entre ces deux éléments-là. Alors maintenant, c'est quoi une collection? C'est un objet. C'est un objet dont la principale fonctionnalité est de contenir d'autres objets comme un tableau. C'est un tableau, il peut rassembler plusieurs objets de même type, la même chose que pour les collections, sachant que seulement la collection elle a une taille dynamique au contraire des tableaux qui ont une taille fixe. Le JDK fournit plusieurs types de collections sous la forme de soit interface, soit classe abstraite, soit classe concrète. Il utilise l'interface pour définir quelles sont les méthodes à mettre en place, seulement la signature. Il utilise les classes abstraites pour factoriser le code ou bien implémenter le code qui peut être partagé entre toutes les classes concrètes, ici dans l'arborescence des interfaces. Et tous ces éléments-là, soit les interfaces ou bien les classes abstraites ou bien les classes concrètes sont prédéfinis. Ils sont prêts à être utilisés et ils existent dans le package java.etude. C'est-à-dire n'importe quelle collection qu'on va utiliser, on doit importer le package java.etude. Alors, avant le JDK ou bien avant Java 5, on n'avait pas ce qu'on appelle les types génériques. Par contre, on se limite à l'usage du tableau comme nous avons montré dans le chapitre précédent, l'intérêt de l'introduction des types génériques. Par contre, après Java 5, un conteneur, ou bien les collections en particulier, ils peuvent introduire ce qu'on appelle un type générique. C'est-à-dire maintenant, ma collection, elle représente une collection d'étudiants. Si je vais mettre ici personne, ma collection représente une collection de personnes. Et ainsi de suite. Alors, dans l'arborescence des collections de Java, nous avons plusieurs éléments. Ces éléments-là, soit ce sont des interfaces ou bien des classes concrètes. Je peux trouver même dans cette arborescence-là les classes abstraites. Alors là, dans ce niveau-là, nous avons deux arborescences, deux hiérarchies différentes. La première, il s'agit de l'arborescence des collections. Elle contient plusieurs interfaces et dans lesquelles je peux trouver plusieurs classes concrètes. Les plus connues sont list et set. Et même parfois, on trouve des gens qui utilisent les listes, les queues pour établir les files d'attente. La deuxième hiérarchie, c'est les maps. Elle se base sur deux types génériques qui sont clés-valeurs. Et chaque classe concrète qui implémente cette interface-là, ils sont par exemple ici hashmap, hashLinkedMap et ainsi de suite. Ce sont des classes concrètes. Par contre, celles-là, ce sont des interfaces. Alors, durant ce chapitre-là, nous allions voir comment utiliser soit les listes à travers, généralement, ArrayList ou bien LinkedList. Nous allons voir aussi comment utiliser les sets pour empêcher les doublons, parce que les listes, ils autorisent les doublons. Nous allons voir quelles sont les méthodes à définir pour que j'empêche à mettre en place dans ma collection des doublons. Et aussi, nous allons utiliser les maps à travers des exemples. Alors ici, la première partie concerne l'interface list. Les classes, pour cette interface-là, les classes ArrayList, LinkedList et Stack, les vecteurs qui ne sont plus utilisés maintenant, ou bien rarement utilisés, ils implémentent l'interface list.
et redéfinissent les méthodes qui appartiennent à cette interface-là, à savoir les principales méthodes qui sont add pour définir une méthode qui permet d'ajouter un élément à ma liste, get pour retrouver à travers un indice de type entier, récupérer un objet, tester si ma liste elle est vide, supprimer un élément et ainsi de suite. Alors là, je vais commencer par un exemple. Par exemple, j'ai déjà défini une classe personne qui a comme attribut nom et prénom et j'ai un constructeur avec paramètres qui permet de créer un objet de type personne. Ensuite, j'ai une autre classe qui est programme et qui va jouer le rôle d'exécution des scénarios de test. Pour le moment, pour tester les interfaces, donc l'interface list, elle se trouve dans le package java.edu. Cette interface-là a besoin d'un type générique. Par exemple, ici le type, je vais dire c'est une liste de chaînes de caractères. Je vais par exemple mettre liste 1 égale à new. Égale à new quoi? Égale à new la classe concrète, parce que liste ce n'est qu'une interface, donc j'ai pas le droit de mettre new list. Ça va pas marcher. Alors ici, il faut utiliser array list. Array list. Array list. Voilà. Ici, je peux éliminer ici, c'est pas grave d'éliminer ce type générique string dans la deuxième partie new. Alors maintenant, par la suite, à chaque fois, pour ne pas à chaque fois importer la classe ou bien l'interface concernée, il vaut mieux, je vais mettre utile.étoile, comme ça, je vais minimiser ici les types d'import. Alors maintenant, j'ai importé tout le package qui contient tous les éléments qui appartiennent à ce package, soit les maps, soit les hash maps, soit array list, soit les sets, soit ainsi de suite. Alors maintenant, qui m'intéresse, j'ai créé un objet list 1, c'est un objet de type list qui est capable de contenir des chaînes de caractères. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il doit contenir mon objet list? À travers la méthode add, je peux ajouter des chaînes de caractères, soit à travers le mot-clé new string, par exemple, new string, par exemple, A, c'est une chaîne de caractères. Je peux mettre aussi directement, parce que juste pour les chaînes de caractères, je peux mettre ici new directement P. Alors maintenant, ma classe ou bien mon objet liste 1, il contient plusieurs objets. Là, l'interface list, elle met en place des mécanismes pour afficher le contenu d'une liste. Nous allons commencer par exemple, la méthode for. Alors, for quoi? À partir de Java 5, nous pouvons mettre pour chaque chaîne de caractères S qui appartient à liste 1, je peux mettre par exemple sysou system.out.println S. Voilà, ici, mon programme, il va afficher les chaînes de caractères de ma liste. Ou bien, je peux aussi utiliser itérator qui appartient au package. Itérator de quoi? De string. Par exemple, je peux l'appeler it. It égale liste 1 point itérateur. Pourquoi? Parce que l'interface list, elle fournit une méthode qui s'appelle itérator qui va retourner l'ensemble des objets qui appartiennent à ma liste et il va les stocker dans it. Alors maintenant, je peux mettre while it.next. Je peux mettre sysou.it.get it while ici while je peux mettre ici it
it point, le point quoi, point toString, je peux mettre ça, ou peut-être un système.out. While it.next, ou bien .hasNext, je peux mettre it.next. On va tester de manière si ça marche. Alors là, pour utiliser, voilà, A, B, C, D pour le premier affichage et A, B, C, D pour le deuxième affichage. Juste pour dire que la ArrayList ou bien ArrayList, elle donne une implémentation d'une méthode qui est itérateur et qui retourne tous les objets qui appartiennent à la liste et elle la met dans l'objet itérateur que je peux utiliser, itérer à travers while it has next. Alors là, c'est pour utiliser une liste de chaînes de caractères. Par contre, je peux de la même manière utiliser une liste de personnes. Alors je peux mettre ici le type générique. Au lieu de string, je peux mettre personne. Alors maintenant, je vais mettre, au lieu de chaîne de caractères, je vais mettre new person, sachant que j'ai un constructeur avec paramètre baba. Voilà. Et je peux ici mettre un autre objet. Par exemple, je peux mettre tata, ici mami et mama, sachant que la liste normalement elle autorise les doublons. Alors ici il y en a personne de type générique. Voilà. Ici pour chaque personne dans ma liste 1, je vais afficher mes objets. Ici c'est personne pour mettre des noms significatifs. Alors là, si j'affiche pour le moment la liste des personnes. Voilà, juste leur référence. Pourquoi? Parce que pour afficher les personnes, il faut redéfinir ici la méthode dans personne. Il faut redéfinir la méthode toString. Donc je vais aller dans source, toString, et je vais afficher le nom et le prénom. Et je peux bien sûr personnaliser cette méthode-là. Je souhaite afficher directement le nom plus un espace plus le prénom. Voilà, je garde cet affichage-là. Alors maintenant, si je réexécute mon programme, il doit afficher la liste des personnes. Voilà, et ainsi de suite. Maintenant, jusqu'à maintenant, nous avons traité les ArrayList. Je peux de la même manière utiliser les sets. Sans directement utiliser string, je peux mettre directement personne. Alors, ou bien je commence par string pour montrer que elle empêche l'ajout new pour les sets. Les classes concrètes, c'est h7. Alors, h7. Voilà, h7. Et je peux mettre ça, par exemple. Alors maintenant, list.add. Par exemple, .add 1, 2, et 3. Et supposons que je vais ajouter encore 2
pour montrer que les H7, ils n'autorisent pas, les doublons. Ici, c'est iterator string. Voilà. Et ici, c'est liste 1. Non, ici, c'est string. Alors maintenant, je vais afficher. Je garde seulement cet affichage-là parce que c'est la même chose. Alors, maintenant, si j'exécute mon programme, il va afficher bien sûr 1, 2, 3 et 2, 3, 1, 2, 3, 1. J'ai deux affichages. Non. Voilà ça. Pour garder un seul affichage. Et vous remarquez que ici, je commence par c'est-à-dire 1 sera affiché, sera le dernier affiché. Le premier inséré sera le dernier affiché. C'est-à-dire ici, j'affiche 1 en dernier. Voilà, normalement, c'est aléatoire ici, l'affichage. Il ne respecte pas un ordre, c'est aléatoire. Par contre, ce que je peux remarquer, c'est que 2, il n'est inséré qu'une seule fois. Par contre, moi, dans mon programme, j'ai essayé de l'insérer 2 fois. Alors, pourquoi? Parce que les H ou bien les 7, ils n'autorisent pas les doublons. Et pour faire ceci, ils doivent redéfinir la méthode equals et la méthode hashcode. Sachant que dans le code source de la classe string, elle redéfinit la méthode equals et elle redéfinit la méthode hashcode. C'est pour cela que ici nous n'avons pas ajouté de la valeur 2 deux fois. Par contre, si j'ai maintenant personne, je vais mettre c'est-à-dire une set de personnes. Je peux mettre ici new, par exemple new personne Ali et Baba. Alors là, c'est la première personne. Je vais faire un copier-coller. Voilà. Et par exemple, Tati. J'ajoute encore Ali Baba. Et j'ajoute Dada, par exemple, Dadi. Sachant que normalement, Ali Baba, il représente la même personne. Et nous allons voir est-ce qu'il va l'insérer dans ma liste 1 qui est de type 7. Et logiquement, elle doit empêcher les doublons. Nous allons faire ceci sans redéfinir la méthode equals et la méthode hashcode dans la classe personne. Jusqu'à maintenant, la classe personne, elle ne contient ni la méthode equals ni la méthode hashcode. Alors là, je vais faire un affichage de ma liste de type H7 et elle va afficher tous les éléments que j'ai essayé d'ajouter. Tati, Ali Baba, Dada Dadi et Ali Baba qui existent, qui figurent 2 fois. Alors, pour empêcher cet ajout-là, il faut obligatoirement générer le code source de hashcode et de equals. Alors, je vais le générer automatiquement. Sachant que ce code généré, je peux le personnaliser si je souhaite. Ici, la redéfinition de hashcode et la redéfinition des equals ont été générés automatiquement à l'aide de Eclipse. Alors maintenant, si je souhaite exécuter ce programme-là, bien sûr, Alibaba, il ne va pas figurer 2 fois. Pourquoi? Parce que à travers la méthode, par exemple, le hashcode, s'il retourne le hashcode pour les 2 objets, ici personne, cette personne-là, le hashcode de cette personne et de cette personne, s'ils sont les mêmes, à ce moment-là, le 7, il va empêcher son ajout dans
liste 1. Il vérifie pas seulement le hashcode, mais aussi il va vérifier equals. Et quand est-ce que ces deux objets sont égaux, de toute façon, en respectant cet ensemble d'insélection, par exemple, si this égale à obj, c'est-à-dire ils pointent sur la même référence, alors ils sont égaux. Si un objet passé en paramètre est nul, alors ils ne sont pas égaux, sachant que l'objet appelant, il ne peut pas être nul. Et s'ils ont la même classe, s'ils n'ont pas la même classe, alors ne sont pas égaux. Et ainsi de suite, jusqu'à vérifier est-ce qu'il s'agit du même objet ou pas. S'il s'agit du même objet, bien sûr, comme le cas ici, je ne vais pas autoriser son ajout à ma liste qui est de type. Pour les maps, il y en a une interface qui s'appelle map qui accepte deux types génériques, la clé et la valeur. Sachant que la clé, elle ne doit pas avoir des valeurs en double. Alors, les principales méthodes du map ou bien de la classe concrète HMap qui implémente toutes les méthodes qui appartiennent à l'interface map. Il y en a la méthode put qui permet d'ajouter un nouveau élément à ma liste de type map, ou bien vérifier si un élément est contenu dans cette liste-là à travers la clé, ou bien vérifier est-ce que le map est vide ou pas. Alors là, on va faire un exemple. Par exemple, j'avais déjà la classe ici personne qui est définie. Je vais éliminer maintenant le hash code parce qu'ils vont servir à rien pour le moment parce que je ne vais pas utiliser un set. Alors pour programme, maintenant dans la classe programme, je vais définir quoi? Je vais définir un map avec comme clé une chaîne de caractères et une valeur comme valeur personne, c'est-à-dire c'est une liste de personnes ayant comme clé des chaînes de caractères égale à new la classe concrète qui est map hmap. Ici, alors je peux éliminer ça. Ma liste égale à new. Voilà. Maintenant, je peux ajouter des éléments à ma liste. Point put. Cette méthode-là, elle permet de retourner une personne. C'est-à-dire si l'élément que je vais insérer, il existe déjà, qui correspond à la clé, il va retourner la personne. Si l'élément n'existe pas, il va retourner nul. Alors put par exemple la clé 1 et la valeur je vais mettre new person Ali, par exemple Baba comme prénom. Alors là c'est un premier élément affiché inséré. Alors, et par la suite je vais mettre un mécanisme qui va permettre de savoir comment ça se passe l'insertion derrière. Alors là, je vais mettre tout simplement system.out.println. Là, j'attends la machine qu'elle est occupée. Voilà. Alors, sysou quoi? Sysou la clé que je vais, par exemple ici je vais mettre 1, ici je vais mettre 2 comme clé, et ici je vais mettre pour 1, pour la clé 1, j'affiche le résultat de put. Ici je vais copier ça. Voilà. Et maintenant pour 2, je vais insérer un deuxième élément. Alors ici l'exécution sera la suivante. Elle a mis un nul, c'est-à-dire dans un premier temps list put, il a retourné quoi? Il a retourné une personne. Mais il n'a pas trouvé aucune personne dans ma liste qui a la clé 1. C'est pour cela qu'il a retourné nul. La même chose pour le deuxième objet, le deuxième essai d'insertion. Par contre, si je vais mettre ici insert 1 et par la suite 1,
Alors maintenant, il va, pour le premier, il va mettre nul. Par contre, pour le deuxième, il a mis Alibaba. Avec la même, il a retourné la valeur qui existe dans ma liste. Supposons que je vais maintenant mettre ici une autre personne avec la même clé. Alors ici, Tata, Tati, il va insérer le premier parce qu'il a aucune valeur. Et dans la deuxième, qu'est-ce qu'il a fait? Pour la même clé, il a retourné un objet. C'est-à-dire il a retourné l'objet qui existe auparavant. C'est l'objet Alibaba. Par contre, maintenant, si j'affiche ma liste, il faut que je passe ici. Il n'y a pas le mécanisme for, c'est for personne P dans liste. Si sous P, ce mécanisme-là n'existe pas dans les maps. Alors il faut trouver un autre mécanisme pour afficher l'ensemble des éléments qui appartiennent à ma liste de type map. Je dois vérifier quelles sont les méthodes qui appartiennent à cet objet. Parmi les méthodes, il y en a la méthode values. Values, elle retourne quoi? Elle retourne une collection de personnes. Alors ici, je vais mettre values qui retourne quoi? Il retourne une collection de personnes que je peux la nommer par exemple L égale. Voilà, ici j'ai collection avec deux L. Alors là maintenant j'ai tous les objets, ils sont dans mon objet qui s'appelle L, que je peux maintenant le parcourir à travers for chaque personne appartenant à elle, afficher elle. Maintenant, le résultat de mon programme, il va afficher un nul, parce que Alibaba n'existe pas. Et par la suite, il va afficher 1, la clé qui correspond à 1, c'est Alibaba, donc il va afficher 1 Alibaba. Par contre, qu'est-ce qu'il a inséré réellement? Il a inséré un Alibaba, et dans le deuxième essai, il a mis à jour la clé. Il va mettre à jour l'objet qui existe qui correspond à cette clé. Il va le mettre à jour par l'objet Tata Tati. Alors ici, maintenant, il va afficher un seul objet qui est Tata Tati. Ça correspond au premier système.out.println, celui-là au deuxième système.out.println, et le troisième affichage correspond à l'affichage de ma liste. Alors là, si je souhaite par exemple maintenant ajouter un autre objet, par exemple 2, puisque même s'il s'agit du même objet, il y a la clé différente, donc je peux insérer Tati Tata 2 fois. Voilà, Tati Tata 2 fois. Alors là, oui, il faut mettre ça. Alors là, il va maintenant insérer Tata Tati 2 fois. Voilà. Parce que il a retourné nul. Pourquoi? Parce que cette clé n'existe pas. Maintenant, je peux encore ajouter une troisième clé, par exemple. Là, et je vais mettre A, B, et ainsi de suite. Alors là, j'ai inséré 3 éléments pour tous les parce qu'il n'a pas trouvé la troisième clé. A, B, Tata Tati et Tata Tati, sachant que je peux ici la changer maintenant pour mettre des valeurs différentes. Voilà, ça c'est pour présenter les maps. Alors quels sont les éléments principaux que nous avons traités ici? Il y en a le map qui a deux types génériques, la clé et l'objet, c'est-à-dire la valeur que je vais mettre,
qui va correspondre à cette clé-là. La classe concrète, c'est hashmap. Put, c'est une méthode qui permet d'ajouter un nouveau objet à ma liste de type map. Elle retourne par exemple ici, elle retourne une personne qui correspond à la clé 1, s'il existe. Si elle existe, si elle n'existe pas, il va retourner nul. Et ici, pour parcourir le map, nous avons une méthode particulière. Il faut retourner les values qui appartiennent à mon objet liste, parce que ça, elle retourne toutes les valeurs qui sont incluses dans ma liste, et par la suite, elle va le stocker dans un objet de type collection, et comme ça, je suis capable d'afficher son contenu, c'est le contenu de cette L de type collection. Ça, c'est pour représenter les maps.